Le 25 avril, il y a quelques jours à peine, à Bamako, la capitale du Mali, des explosions, des tirs ont retenti. Un kamikaze qui conduisait un véhicule piégé a foncé sur la résidence du ministre malien de la Défense. Sadio Camara meurt dans les décombres, le palais présidentiel est ciblé, la ville garnison de Kati qui abrite le quartier général d'Assimi Goïta est en feu. Simultanément donc à Gao qui est au nord, Sévaré qui est au centre me semble-t-il, et on a aussi la ville de Kidal qui est à l'est. On a donc 5 villes qui sont frappées en même temps. Une coordination militaire que les djihadistes du JNIM, affiliés à Al-Qaïda, n'avaient jamais osé depuis 2012. Et pendant que ça brûle, pendant que le Mali implose sous vos yeux, des panafricanistes de tribune font des lives pour vous expliquer combien c'est la Russie qui va sauver l'Afrique. Ces attaques sont sans précédent depuis les rébellions de mars 2012 qui avaient déjà failli faire basculer le pays. Depuis, une décennie entière s'est écoulée. Des casques bleus, des soldats français, des mercenaires russes. Et Bamako se retrouve donc à nouveau dans des troubles. Aujourd'hui, je veux qu'on parle donc du Mali. Et je veux qu'on en parle non pas comme un accident géopolitique, pas comme d'un fait divers tragique, mais comme le constat d'une réalité que j'ai déjà développée partiellement dans ma vidéo sur le tribalisme. Parce que ce qui se passe donc au Mali n'est pas une déception africaine, c'est une habitude. C'est le résultat logique, prévisible, documenté d'un continent qui refuse d'apprendre la seule leçon que l'histoire lui a donnée à maintes et maintes reprises. Cette leçon, je ne fais que vous la répéter. Aucune puissance extérieure ne va sauver l'Afrique. Et les chefs d'État africains n'ont jamais appris à se construire ensemble. Ce que je suis en train de vous dire là n'est pas du tout une opinion. Ce sont des infos qui sont totalement chiffrées, des morts, ou encore aujourd'hui le Mali. Nous avons des villes qui sont en flammes. Faisons donc ensemble le point avec l'actualité qui nous vient du Mali. Déjà, il faut se le dire, le Mali est une trajectoire constante d'échecs. Rembobinons déjà pour comprendre la trajectoire. En août 2020, nous avons le premier coup d'État. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé. Le peuple malien évidemment est épuisé et, logiquement, il ne pleure pas parce qu'il veut autre chose. Rapidement, en mai 2021, on a un second coup d'État en 9 mois. Le général Assimi Goïta prend le pouvoir définitivement. Il enterre ses promesses de transition démocratique, les partis politiques sont interdits, les médias sont totalement muselés, des militaires et des civils sont arrêtés au nom de la souveraineté nationale. Ce pays a donc connu 2 coups d'État en 9 mois seulement. Les plus naïfs ont appelé ça évidemment une révolution. Mais quand vous connaissez l'Afrique, vous savez qu'on est face à un état de prédation du pouvoir qui est habillé en résistance. La junte chasse donc la France et son opération Barkhane avec 5000 soldats français qui sont déployés depuis l'opération Serval de 2013. Ils se retirent donc en août 2022. La MINUSMA, qui était la mission de l'ONU créée donc le 25 avril 2013, elle aussi évidemment est expulsée. Celle-ci quitte définitivement le Mali en novembre 2024 après 10 ans de présence. Je rappelle déjà pour commencer que le budget annuel de la MINUSMA était de 1,2 milliard de dollars, avec des effectifs maximaux de 16 000 personnels, donc 11 200 soldats sur 10 ans. Le coût total de sa présence était de 12 milliards de dollars, auquel il faut ajouter 590 millions pour financer le retrait de la mission. 12 milliards de dollars donc, ça donne le tournis. Et nous arrivons donc à l'attaque de Bamako en avril. Mais avant cela, la junte va remplacer la France et l'ONU par Wagner, des mercenaires russes qui étaient donc déployés à partir de décembre 2021. Officiellement, ça a été nié par Bamako, mais ça a été reconnu par Poutine lui-même. Между тем, хочу отметить, и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом, содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Wagner, rebaptisé Africa Corps en août 2023, après la mort de Prigojine. On se retrouve avec le même personnel à 80%, les mêmes méthodes, mais on a de nouvelles étiquettes. Et les résultats ont rapidement commencé à se faire sentir. D'abord en juillet 2024, l'armée malienne et Wagner subissent leur pire défaite à Tinzaouten, une embuscade qui avait été tendue par le JNIM, qui sont des alliés aux séparatistes Touaregs. On dénombre donc des dizaines de soldats qui sont tués. Puis arrive septembre 2024. Le JNIM frappe cette fois-ci l'aéroport militaire de Bamako et l'école de gendarmerie.
On dénombre donc cette fois-ci plus de 70 morts, 200 blessés. Nous arrivons donc en avril maintenant 2026, à Bamako. Là, on tombe sous les bombes. Le ministre de la Défense est assassiné. Kidal, que l'armée malienne avait reconquise, avec évidemment toujours Wagner, en 2023, repasse donc aux mains des séparatistes Touaregs. Les combattants russes sur place négocient leur propre retrait avec les Touaregs pour survivre. Je m'arrête déjà ici parce qu'il est important que vous retenez ce moment. Car Wagner, le partenaire souverain, le libérateur, a négocié sa fuite avec les ennemis de la junte qu'il était lui-même censé défendre. Assez curieux, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que toutes les puissances extérieures ont toujours fait en Afrique. Elles viennent, elles prennent, et quand ça brûle, elles partent. Mais on va avancer pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Une chose est certaine, les amis, c'est que les chiffres ne montent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Selon l'Essi Alidi, sachez que entre janvier et septembre 2025, plus de 2700 personnes ont perdu la vie dans 1110 incidents sécuritaires au Mali. C'est impressionnant. Plus de 41% de ces incidents ciblaient directement les civils. Ça veut donc dire que depuis l'arrivée de Wagner jusqu'en 2025, les forces armées maliennes et leurs partenaires russes ont mené 1292 attaques causant 6058 morts. C'est pas moi qui le dis, c'est le ACLED, ok? Plus de 6000 morts. Tout ça a été généré par les forces censées protéger donc les populations. Aujourd'hui, 6,4 millions de Maliens nécessitent une aide humanitaire d'urgence. C'est pour cela que je suis très en colère. C'est pour cela que certains d'entre vous ne comprennent absolument pas du tout mes précédents contenus sur Kémy Séba. D'ailleurs, c'est pour cela que Kémy Séba lui-même a fait des audios dans lesquels il était en train de se retirer en catimini derrière l'AES. Bon, sur la Russie, moi je te dis clairement, parce que tout le monde parle de la Russie, très peu la maîtrise. Moi, les Russes, c'est des fils de pute, c'est des opportunistes. Quand ça arrive, c'est quand tu prends le pouvoir que peut-être ils peuvent venir. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, quand ils voient qu'il y a une situation de fragilité, ils peuvent contribuer à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime. C'est des choses que moi, j'ai déjà vu faire. Je sais qu'ils sont capables de le faire aussi et que parfois, ils peuvent aider la lutte. Et c'est des gens, ils n'aiment pas les Noirs. Maintenant, dans le cadre des intérêts, ils peuvent contribuer à par exemple, je sais que par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je sais que l'AES et les SERU, ils contribuent à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime de Ouattara. C'est une réalité. J'ai donné le contact à des opposants togolais de la fille d'Alexandre Douguine, qui est l'un des conseillers du président russe. Daria Douguina, c'était une de nos plus gros contacts. C'était elle qui était notre interprète à chaque fois qu'on allait à Moscou. J'ai donné les contacts. Mais les contacts n'ont pas abouti. Ça n'a pas abouti à quelque chose de probant. Et en plus, Daria, elle est morte peu de temps. Elle a été assassinée peu de temps après que je les ai mis en contact. 400 000 personnes sont donc déplacées à l'intérieur du pays. Plus de 2000 écoles sont fermées pour des raisons donc sécuritaires. Des enfants sont sans école. On est dans un pays évidemment qui a choisi ses alliés. Des alliés qui apportent une mécanique du chaos rentable. Et il faut être capable de se le dire. Prenons l'exemple du massacre de Moura du 27 au 31 mars 2022, 5 jours durant lesquels un village de 10 000 habitants dans la région de Mopti vont morfler. On parle de 5 hélicoptères russes, une centaine de mercenaires Wagner sur le terrain, plus nombreux que les soldats maliens dans les premiers jours. Mais ce qui s'est passé n'était pas du tout une opération antiterroriste. Selon Amnesty International, on a dénombré entre 150 et 500 victimes civiles. Human Rights Watch parle d'environ 300 personnes qui ont été massacrées. L'ONU avance le chiffre de 500 morts. Des hommes qui étaient triés, des femmes qui étaient violées, des villages qui étaient totalement pillés, un ciblage ethnique qui a été documenté, des Peuls et des Touaregs. Toujours selon Essi Alidi, 71% des civils entre fin 2021 et fin 2022 étaient liés aux opérations de Wagner. La logique est simple. Wagner ne combat pas le terrorisme au Mali. Wagner génère de la terreur pour maintenir comme ça sa justification d'être là. Plus l'instabilité dure, plus leur présence se justifie. Plus le chaos s'installe, plus les mercenaires facturent. Et ce n'est pas tout. Wagner, comme son successeur Africa Corps, n'est pas là pour les beaux yeux des Maliens. Une étude du Parlement européen a établi que la Russie a obtenu l'accès à l'or et aux diamants en République centrafricaine. Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a tissé des relations avec Poutine et a mené des terroristes du groupe Wagner en République centrafricaine.
Ils sont venus pour piller les richesses de la République centrafricaine. Touadéra a vendu son âme pour son fauteuil de président. Touadéra n'est qu'un valet de la Russie. Au cobalt au Congo, à l'or et au pétrole au Soudan, à la chromite à Madagascar, au platine et au diamant au Zimbabwe, à l'uranium en Namibie. Wagner et toutes ses sociétés satellites auraient donc engrangé 2,5 milliards de dollars rien qu'avec le commerce de l'or africain depuis février 2022. La sécurité est utilisée comme porte d'entrée vers la prédation des ressources. C'est le modèle. Il n'a jamais changé. Mais les Africains sont comme des poires qui refusent de voir le monde tel qu'il est. Comprenons maintenant ce que la Russie représente réellement pour l'Afrique. Elle ne représente que 1% des investissements étrangers directs sur le continent africain. 1% seulement. En juillet 2022, pour ceux qui se souviennent, Lavrov a effectué sa grande tournée africaine. Il est passé par l'Égypte, l'Ouganda, le Congo, l'Éthiopie. L'enjeu était donc très important. Il a dénoncé évidemment le néocolonialisme occidental. Il a promu des approvisionnements en blé. Il a vanté comme ça aussi, d'une certaine manière, le bilan soviétique de la décolonisation. Les grands journaux africains, évidemment, ont repris ses discours sans résistance. Mais au final, il n'a obtenu aucun résultat concret. Aucune percée économique majeure. Rien. Exactement comme après le sommet de Sochi, où des milliards d'accords commerciaux avaient été promis et n'ont jamais été livrés. Mais les sanctions qui ont été infligées à la Russie ont un coût direct pour les Africains. Sachez que 95% des exportations africaines et 94% des importations africaines sont libellées en dollars ou en euros. Je parle évidemment du dollar américain. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand la Russie est sanctionnée, le commerce africain en subit mécaniquement les perturbations. La Russie est ce que les analystes stratégiques appellent tout simplement une grande puissance virtuelle en Afrique. C'est-à-dire qu'elle a des ambitions continentales qui sont affichées, elle a des ressources matérielles qui sont limitées, mais elle a une rhétorique sans infrastructure. Et je sais que les gens n'aiment pas du tout l'histoire, évidemment, parce qu'elle en dit déjà long. La Russie a un pattern, les amis, celui de se barrer quand ça chauffe. Commençons par exemple par l'Afghanistan de 1979 à 1989. L'Union soviétique déploie jusqu'à 104 000 soldats pour soutenir le gouvernement communiste de Kaboul. 9 ans de guerre. Gorbatchev avait personnellement assuré à Fidel Castro qu'il n'abandonnerait pas du tout ses camarades socialistes. Mais l'Union soviétique est partie quand même. Le gouvernement communiste afghan a survécu, puis 3 ans après le retrait soviétique, il s'est totalement effondré. Puis maintenant la Syrie, de 2015 à 2024. Poutine intervient militairement pour sauver Assad. Jusqu'à 5000 soldats sont déployés. On a un porte-avions, 69 aéronefs. Puis en échange, on a des bases comme celle de Tartouse, qui étaient des seuls points d'ancrage militaire en Méditerranée. Des points d'ancrage évidemment qui étaient vitaux pour ces opérations en Afrique. À partir donc de février 2022, la Russie va prioriser le front ukrainien. Et donc, elle va réduire son contingent syrien en quelques centaines de soldats seulement. Le 8 décembre 2024, vous savez ce qui s'est passé. Damas tombe. Assad fuit la Syrie secrètement. La Russie lui accorde évidemment l'asile humanitaire à Moscou. Selon le journaliste Georges Malbruno, Poutine s'était montré réticent à le soutenir militairement. Et ça, c'était lors d'un échange quelques jours avant la chute. Et l'abandon d'Assad par le Kremlin a immédiatement affaibli la crédibilité des garanties de sécurité russes qui étaient accordées donc au régime du Sahel et de Centrafrique. Les juntes qui étaient donc échaudées ont commencé à diversifier leurs partenariats. Puis on a Prigojine. En juillet et août 2023, vous savez ce qui s'est passé. D'abord, on a le 23 juin 2023, Prigojine se rebelle. Avec 25 000 hommes, il prend Rostov-sur-le-Don, marche sur Moscou, s'arrête à 200 km. Poutine va évidemment le pardonner. 2 mois plus tard, jour pour jour carrément, son avion va exploser dans l'oblast de Tver. 10 morts. Le directeur de la CIA va même déclarer « La vengeance est un plat que Poutine aime manger froid ». Nous avons donc l'Afghanistan, Assad, Prigojine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une doctrine. La Russie n'a absolument pas d'alliés, elle a des utilités. Et quand l'utilité change, elle part. Mais comme dans toutes les histoires, les Africains ne retiennent absolument rien du tout. Et pourtant, ils avaient déjà un exemple avec Bob Denard. Même pièce, même costard. Les fameux panafricanistes vous disent que la France avait Bob Denard et que la Russie, c'est différent.
Non mais, est-ce que vous êtes en train de voir qu'ils ont dévoyé l'idée du panafricanisme ? Pas encore ? On va continuer. Mais je vais peut-être déjà vous présenter Bob Denard, de son vrai nom, Gilbert Bourgeot. C'est un mercenaire français qui était impliqué dans des opérations militaires au Congo-Katanga, au Yémen, au Nigeria, au Gabon aussi, en Angola, au Zaïre, au Bénin, aux Comores par exemple. Il faut savoir qu'il a mené comme ça 3 coups d'État successifs entre 1975 et 1995. Et il a même été surnommé, je crois, le vice-roi des Comores. C'est vous dire. Le gars, il va régner donc de facto sur l'archipel pendant 10 ans. Il va contrôler l'armée, la politique, l'économie, les hôtels de luxe même aussi, les fermes expérimentales, les trafics d'armes pour l'Afrique du Sud sous embargo. Et quand Paris va décider que c'est fini, que Bob Denard est bien trop visible, qu'il n'est plus du tout dans le vent de l'histoire, eh bien, la DGSE va couper les ponts. En 1995, l'opération Azalée envoie les commandes de Marine et le GIGN. Bob Denard capitule. Paris reprend évidemment la main. C'est la fin du game pour lui. Puis on a Evgeny Prigojine, un autre mercenaire. Mais celui-là, il est russe. Il est présent dans 4 pays africains. Il a la main mise sur les mines d'or et celle du diamant en Centrafrique, au Soudan, au Mali. Il contrôle aussi les médias africains. Et il est aussi le financier de Kémy Séba. Quand Moscou décide aussi que c'est fini pour Prigojine, qu'il est bien trop visible, trop autonome, eh bien, Poutine reprend la main. Et boum, une bombe dans un avion. Et fin du game aussi pour lui. Le costume a changé, mais la pièce reste toujours la même. Et l'Afrique dans tout ça continue toujours de jouer le rôle du décor. Vous commencez à comprendre ? Prigojine est celui qui a fabriqué le nouveau Kémy Séba, le produit fabriqué par Wagner. Et lui, de son vrai nom, Stélio Gilles-Robert Capocchichi, est né en 1981 à Strasbourg de parents béninois. C'est le fondateur de la fameuse tribu K, le mouvement ségrégationniste noir qui avait été dissous pour incitation à la haine raciale. Comme beaucoup de jeunes de banlieue française issus de l'immigration, il est en perte et en recherche identitaire. Il passe par la Nation of Islam, fréquente Alain Soral et d'autres, un parcours qui est jonché comme ça de vacarme et de déloyauté. Alors, il va trouver comme ça un nouveau combat, le franc CFA. La jeunesse noire apprécie évidemment la gouaille. Les abonnés montent dans Facebook, ça l'aveugle. Le gars, il brûle comme ça un billet de franc CFA et la fulgurante ascension est sur orbite. Le reste, vous le savez. Mais il ne s'arrête pas là. Plus tard, il brûle aussi son passeport français devant les caméras qui lui vaut comme ça une déchéance de sa nationalité. À ce jour, moi je me demande toujours comment il a été aussi con dans cette action. Comment ça se fait qu'aucun de ses proches ne lui a dit que cette action performative était complètement débile ? Son porteur d'eau, lui par contre, il a toujours sa nationalité française. C'est ce qu'on appelle de la recherche du tapage, mais peu dans la construction concrète. Il dira même plus tard, après sa sortie d'une arrestation, qu'il a gagné plus de 60 000 abonnés TikTok en une semaine. On a gagné plus de 50 000, 60 000, disait une des sœurs de l'organisation, 60 000 followers sur les réseaux sociaux. Je sais plus, c'est sur TikTok, je crois. En une semaine. C'est vous dire comment il est totalement galvanisé par la célébrisation sans fin, mais peu par les vraies implantations de structures qui font émerger l'Afrique. Bref, il est devenu la figure de proue du panafricanisme de spectacle. Voici ce que les documents internes de Wagner révèlent. En mars 2023, vous savez, on a des fuites issues d'un piratage des fichiers du groupe Wagner, les fameux Wagner Leaks, qui sont publiés donc simultanément par plusieurs médias, notamment Jeune Afrique, Arte, Kappa, Die Welt, All Eyes on Wagner et Dossier Center. Donc tous ces médias-là vont donc diffuser les informations qui vont nous apprendre quoi ? Eh bien que Kémy Séba est un projet de Wagner. Ces documents montrent que Prigojine a financé, appuyé et guidé certaines actions de Kémy Séba entre 2018 et 2019. Le montant de $440 000 entre octobre 2018 et juillet 2019 est lui aussi révélé. Les documents évoquent aussi explicitement un projet Kémy, une opération consignée dans les dossiers du bureau Afrique de Wagner à Saint-Pétersbourg. L'objectif est donc clair ici. Transformer l'activiste en leader politique du mouvement panafricain afin de pousser les intérêts russes à travers ses interventions. Et ça, c'est explicite, Sauf que les Africains ne veulent toujours pas percuter. Et la réponse de Kémy Séba, vous la connaissez, il confirme, il n'a absolument pas nié. Il a même dit, les $400 000 qu'ils disent, c'est insultant pour nous. Car en réalité, on a besoin de beaucoup plus.
Kémy Séba ne dit donc pas qu'il a été manipulé. Il dit plutôt que ce n'était pas assez. En octobre 2024, Kémy Séba, qui est déjà déchu de sa nationalité française, est placé en garde à vue à la DGSI française pour des soupçons d'intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités contre la France. Il est relâché par la suite sans poursuite, mais les investigations se poursuivent. Maintenant, regardons un petit peu le parcours réel de cet homme. Il a commencé comme un pro-talon au Bénin. Patrice Talon arrive, entre guillemets, self-made man, parce que il y a personne qui se fait complètement tout seul. Moi, je pense qu'il a su saisir les opportunités. L'argent, il n'a pas créé uniquement de son cerveau. Il a été à des endroits où les moyens étaient mis à sa disposition. C'est comme ça qu'il est devenu opérateur économique. Et on souhaite à tout le monde de pouvoir être capable de s'en sortir de cette façon. Il a une science qui consiste à saisir les opportunités. Il l'a fait, reconnaissons-le. Patrice Talon arrive, ce n'est pas quelqu'un qui joue à l'âne pour obtenir du foin. Il faut être capable de le reconnaître. S'il avait cette attitude qui consiste à dire, écoutez, vous n'avez pas à nous imposer votre démocratie, on fait les choses comme on le veut, nous sommes ce que nous sommes des Africains, nous n'avons pas votre réalité, nous faisons ce que bon nous semble. J'ai envie de vous dire qu'il ne serait pas le seul dans ce monde à faire ça. Poutine est en train de faire je ne sais combien de mandats sur le terrain économique, sur le terrain de la croissance. Aujourd'hui, on est devenu le deuxième pays en ce qui concerne la production de culture vivrière dans la zone de la CEDEAO. Ça, c'est le président Patrice Talon. On doit être capable de le dire. Si je vous dis le nombre de personnes qui m'ont proposé, qui ont souhaité que je puisse déstabiliser ce pays, que je puisse, quand on dit déstabiliser ce pays, c'est tout faire pour faire des mobilisations contre Patrice Talon, etc. Qu'est-ce que j'ai donné comme réponse? Alors que c'était des sommes incroyables qui étaient proposées. Et je précise, quand moi, je me mobilise pour justement secouer des régimes, je le fais parce que ces régimes, à mes yeux, constituent des piliers de la France-Afrique. Je l'ai fait dans certains pays. Et on m'a dit, pourquoi Kémy, tu ne fais pas ça au Bénin? Parce que le Bénin n'est pas un pilier de la France-Afrique. J'ai beaucoup de critiques à faire sur le régime Patrice Talon. Je trouve que le régime Patrice Talon est encore trop proche d'un certain nombre d'Occidentaux, mais dire que le régime Patrice Talon est un pilier de la France-Afrique, comme le président Dramane Ouattara ou comme d'autres, ça serait ou comme le Togo, de Madame Réka Madougou, ça serait de la malhonnêteté chronique. Et je n'aime pas la malhonnêteté. Il y a des choses à reprocher au président Patrice Talon, mais cela n'en fait pas partie, d'accord? On a vu que le président Emmanuel Macron, un mois plus tard, a félicité le président. Cela sous-tend que ce n'était pas la volonté première du président Macron que le président Talon soit là. Donc on n'est pas bête, on n'est pas naïf. Mais je dis et je répète, je suis un critique constructif du régime. Patrice Talon est quelqu'un qui, j'en suis convaincu, aime l'Afrique, aime son peuple, aime le Bénin. Quand Talon a maintenu ses liens avec la France, il a retourné sa veste. Il a soutenu la junte au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Il a flirté avec le Togo, le Tchad, le Congo. Et il n'a jamais dit grand-chose sur la République centrafricaine qui est pourtant solidement entre les mains des Russes depuis 2018. Avec des massacres là aussi qui sont documentés, des mines qui sont pillées. Un code minier qui a été totalement modifié par Wagner pour y établir comme ça un monopole sur l'or et les diamants. Les Russes sont venus. Mais Kémy Séba ne dit absolument rien sur cela. Le silence de l'influenceur panafricain est assourdissant. Pour info, Faustin Archange Touadéra est une figure du panafricanisme qui est très hostile à l'égard de la France. Il est au pouvoir depuis 2016, la même année que Patrice Talon. Mais curieusement, Kémy Séba est ultra vindicatif à l'égard de Talon, mais pas de Touadéra. C'est un peu bizarre, non? Vous trouvez pas? Vous allez pas nous apprendre à faire des grimaces, d'accord? Le 7 décembre 2025, on a une tentative de coup d'État qui est lancée au Bénin par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Kémy Séba, évidemment, s'en va sur les réseaux sociaux pour saluer le jour de la libération du Bénin. Mais le coup, malheureusement, échoue. Kémy Séba est un habitué des approximations. La justice béninoise émet un mandat d'arrêt international contre lui pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion. Kémy Séba fut au Niger où la junte du général Tiani, qui est un pro-russe, membre de l'AES, lui a délivré en août 2024 un passeport diplomatique et l'a nommé conseiller spécial. Le mois dernier, Kémy Séba est arrêté à Pretoria en Afrique du Sud dans un centre commercial du quartier de Brooklyn, alors qu'il s'apprêtait comme ça à fuir clandestinement vers l'Europe via le Zimbabwe. Il est arrêté en compagnie de son fils et de François van der Merwe.
un leader sud-africain, leader des Bitterwenders, un groupuscule d'extrême droite, Afrikaner, qui était nostalgique de l'apartheid, plusieurs fois condamné pour violence raciste tout de même. Mais Kemi Seba traîne avec cet individu. François van der Merwe entretient lui aussi des relations qui sont documentées avec la Russie. Il s'est rendu par exemple à Moscou en septembre 2024, guys, pour rencontrer une organisation liée à l'oligarque ultranationaliste Konstantin Malofev. Lors de l'arrestation de Kemi Seba, on a saisi 318 000 rands, ce qui nous fait environ 16 000 euros. Une somme qui était donc destinée à payer les passeurs. Récapitulons maintenant. Le panafricaniste financé par Wagner est arrêté avec un suprémaciste blanc nostalgique de l'apartheid. Il est en fuite vers l'Europe via le Zimbabwe, qui lui-même a des liens avec la Russie. Et là encore, sachez que le choix de se rendre au Zimbabwe n'est pas du tout un hasard. Le ZANU-PF est le parti au pouvoir qui est pro-russe. La Russie est littéralement un partenaire important au Zimbabwe, il faut le savoir. Et le ZANU-PF et le MDC, qui est le Movement for Democratic Change, se mènent actuellement une guerre politique au Zimbabwe. Et cette guerre fait que le pouvoir est littéralement accaparé par le ZANU-PF. Est-ce que vous avez entendu Kemi Seba faire référence au pillage de ce pays par une élite prédatrice ? Bien évidemment que non. Mais de nombreux Africains suivent toujours cet individu sans développer une vélocité intellectuelle. Mais ce sont eux qui vous parlent comme ça de géopolitique alors qu'ils sont incapables de faire les liens. Moi, je les ai donc fait les liens depuis de nombreuses années. Mais continuons. Pourquoi le Zimbabwe dans tout ça ? Parce que le Zimbabwe n'est pas un hasard dans cette histoire. C'est une pièce du puzzle russe en Afrique. Sachez qu'en septembre 2014, oui c'est ça, en septembre 2014, la Russie et le Zimbabwe ont signé un accord intergouvernemental pour l'exploitation du gisement de platine de Darwendale. C'est l'un des plus importants, je dis bien l'un des plus importants gisements de platine au monde, avec des réserves qui sont prouvées de 19 tonnes de platine, totalement énorme. Et c'est pas fini, il y a aussi 755 tonnes de métaux du groupe de platine. En mars 2018, comme moi j'aime fouiller, j'ai trouvé que Lavrov s'était rendu à Harare. Il a pu donc réaffirmer comme ça explicitement l'intérêt de Moscou pour l'industrie diamantaire et du platine. Il a signé plusieurs accords dans des domaines de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. Il a évoqué comme ça de bonnes perspectives de coopération militaire et technique. Dans une interview accordée au Zimbabwe Herald, l'ambassadeur russe à l'époque, Nicolas Krasnikov, fait appel à l'opposition du ZANU-PF en promettant quoi ? Une lutte contre la dictature politique et l'intimidation monétaire dans le commerce international. Ces appels avec de la partisanerie, évidemment, ont divisé ouvertement le Zimbabwe entre le ZANU-PF qui est pro-russe et le MDC qui est sceptique à l'égard de Moscou. La société diamantaire russe Alrosa qui produit 27% des diamants mondiaux s'implante également au Zimbabwe pour ses opérations diamantifères. En 2021, la Russie étudie un investissement de plus de 650 millions de dollars dans le platine zimbabwéen. C'est vous dire combien les Africains sont incapables même de saisir exactement les valeurs des biens qu'ils ont dans leur sol. Le Zimbabwe est donc un enjeu stratégique russe majeur. Platine, diamant, coopération, militaire, influence politique, et j'en passe. Et c'est précisément vers ce pays que Kemi Seba tentait de fuir, avec un suprémaciste blanc qui connaît les filières d'exfiltration clandestine de la région de Limpopo, qui est frontalière donc du Zimbabwe. Tout ce que je vous dis là, ce sont des interrogations légitimes que vous devez avoir. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne vous posez pas ces questions. Vous passez toutes vos journées, en fait, à considérer que le fait de poser des questions qui sont légitimes, ça voudrait dire qu'on est jaloux de Kemi Seba. Franchement. Ah, les Africains, vous êtes vraiment... On vous a percé dans le cerveau et on a fait pipi dedans. C'est vraiment... C'est triste. Mais poursuivons avec l'AES, qui finalement a une souveraineté sans socle. En janvier 2024, nous avons le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui claquent la porte de la CEDEAO. En janvier 2025, le retrait est définitif. L'alliance donc des États du Sahel est née. On était tous ravis, c'est une bonne chose. Et donc, ces trois pays choisissent l'indépendance, la souveraineté et le refus de la tutelle étrangère. Sur le papier, évidemment, c'est génial.
Début 2025, l'AES annonce la formation d'une force unifiée de 5000 hommes. Rappelez-vous, je vous l'avais dit au début, la MINUSMA à son pic avait 16 000 personnes, avec un budget de 1,2 milliard de dollars par an. Et elle a été expulsée sans avoir stabilisé le pays. Mais l'AES, avec 3 pays réunis, présentés comme l'avant-garde de la souveraineté africaine, aligne un maigre 5000 hommes. Le tout avec aucun budget intégré transparent et aucune doctrine commune éprouvée. Et on arrive aujourd'hui à l'attaque de Bamako. Je vais encore faire un rappel historique. La CEDEAO existe depuis 1975. Nous sommes donc 50 ans plus tard. Elle a évidemment des défauts. Elle a des compromissions. Elle a des lenteurs, ça c'est certain. Mais la CEDEAO représente ce que l'AES n'a pas du tout construit. Et qu'est-ce qu'elle n'a pas construit ? Un cadre d'intégration régionale avec des institutions, des mécanismes de médiation, une capacité de déploiement. Et c'est d'ailleurs donc la CEDEAO et le Nigeria qui ont aidé, il faut le savoir, à déjouer la tentative de coup d'État au Bénin en décembre 2025. Et donc, en quittant la CEDEAO, les 3 juntes n'ont pas construit une alternative. Elles ont totalement détruit un outil qui était certes imparfait, sans en avoir un meilleur outil. Je me demande si les fanatiques vont comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que tout ceci est en train de nous apprendre, c'est que le vrai mal de l'Afrique est ce que je vous dis depuis des années en fait. L'Afrique ne s'est jamais construite elle-même. Et donc avec ce qui se passe là au Mali, la vraie question que personne ne se pose vraiment est celle-ci. Et c'est ça qui me tue. Pas grand monde ne se la pose. Pourquoi en 2026 le Mali n'a-t-il aucune armée africaine capable de la défendre ? Si une force militaire africaine commune avait existé en 2012, Serval n'aurait jamais été nécessaire. Et si elle avait existé en 2021, Wagner n'aurait jamais posé le pied au Mali. Et si elle avait existé aujourd'hui, Bamako n'aurait pas été attaqué. Et pour que vous compreniez que l'Afrique est dans un tel retard, sachez que l'Afrique ne représente que 14,4% du commerce total du continent. Le commerce intra-européen représente 65%. Le commerce intra-asiatique représente 55%. L'Afrique est à seulement 14% de son commerce intérieur sans frontières. 14%. 95% des exportations africaines et 94% des importations sont libellées en euros ou en dollars. Le continent a 54 pays et 42 monnaies. Aucune n'est une devise de réserve. Lorsque 2 pays africains commercent entre eux, ils payent avec une monnaie qui est de l'extérieur du continent, le dollar. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte en fait de tout ce que je ne fais que vous dire en fait depuis de nombreuses années en fait ? La monnaie d'un pays qui n'est pas sur le continent. Mais vous avez des foules abruties qui continuent de suivre une hystérie qui leur dit que la cause de leurs problèmes, c'est le franc CFA. Mais je vous promets, il va falloir changer, hein. Parce que même moi, j'ai cru à ce truc par le passé. Mais la différence que moi j'ai avec certaines personnes, c'est que moi je passe mon temps à lire. C'est que moi je passe mon temps à apprendre. C'est que moi je passe mon temps à essayer de comprendre des choses. Ne soyez pas des gens endoctrinés, incapables de vous remettre en question. Mais vous avez comme ça des foules abruties qui continuent de suivre ces gens hystériques qui leur disent que la cause de leurs problèmes, c'est le franc CFA. Vous vous rendez compte ? Et tout ça sans leur dire que le Congo a par exemple sa propre monnaie. Mais ce pays a toujours une pauvreté structurelle et paye donc ses échanges commerciaux en dollars. L'Union européenne reste donc le premier partenaire commercial de l'Afrique avec 31% des exportations et 29% des importations. La Chine représente 18,3% des importations africaines. L'Amérique du Nord, où je me trouve, avec 3 pays, bien entendu. Ces pays, c'est l'UMSCA, pour ceux qui ne savent pas, c'est les US, le Mexique et le Canada. Donc, ces 3 pays à eux seuls seulement génèrent 1930 milliards de dollars de commerce interrégional. Le Mexique envoie 80% de ses exportations vers un seul partenaire, les États-Unis. Le Canada envoie 75% de ses biens vers un seul voisin, les États-Unis. C'est ça, l'intégration régionale, les amis. Décidez de construire d'abord ensemble.
Les Africains ne le font pas, mais ils passent leur journée à reprocher à la terre entière leur propre médiocrité. Et quand vous avez des gens comme moi qui sont pas vraiment, parce que franchement, tout ce que je suis en train de vous dire là, je ne le tiens de rien d'autre que de la lecture. Comment ça se fait que moi, un petit gars, je suis capable de le savoir, mais vous avez du mal à le saisir. Et si vous le dites, les Africains vibrent tellement bas qu'ils se précipitent de vous réciter les discours habituels, les discours des êtres qui sont gangrénés par les émotions à tous les étages. Tu n'aimes pas l'Afrique, tu es un vendu, tu es un bounty, ta femme est blanche. Des trucs qui n'ont rien à voir avec ce dont on est en train de parler. Alors les amis, l'Afrique vend ses ressources à l'extérieur. Elle achète ses biens à l'extérieur. Elle emprunte à l'extérieur. Et elle importe les rivalités géopolitiques de l'extérieur sur son propre sol. Est-ce que vous voulez que je répète? L'Afrique vend ses ressources à l'extérieur. Elle achète ses biens à l'extérieur. Elle emprunte même aussi à l'extérieur. Et elle importe donc toutes les rivalités géopolitiques de l'extérieur sur son propre sol. Le Mali que vous voyez donc actuellement n'est donc pas en guerre contre le terrorisme seulement. Le Mali est le terrain de jeu d'une rivalité entre Paris et Moscou, entre Washington et Pékin. Une rivalité qui est jouée avec le sang des Maliens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Que vous soyez un blanc, un noir, whatever, normalement, vous devrez être capable de comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Tous les jours, ou chaque semaine que je fais un contenu, j'ai toujours des Africains qui ne comprennent pas. Regardez les commentaires sous mes contenus. Vous allez être choqués de voir l'incapacité de beaucoup d'Africains de se porter sur la rationalité, sur le bon sens. À chaque fois, ils se précipitent de me parler, par exemple, de mon fichu canapé, de comment je suis, de qu'est-ce que j'ai déjà fait en Afrique. Vous voyez ce genre des tas de choses comme ça qui n'ont absolument aucun rapport sur tout ce que je suis en train de vous dire, qui est tout simplement du bon sens. Alors en conclusion, je vais terminer avec cette image. Le 25 avril, nous avons donc des bombes qui sont tombées sur Bamako. Le ministre de la Défense est mort. Les mercenaires russes d'Africa Corps ont négocié leur retrait avec les séparatistes Touaregs pour ne pas mourir. Et l'homme qui se présente donc comme le chantre de la libération africaine, Kémy Séba, est arrêté à Pretoria avec un suprémaciste blanc nostalgique de l'apartheid. De l'argent liquide a été trouvé dans les poches, en train de s'enfuir clandestinement vers l'Europe. Cet homme qui brûlait dans son passeport devant les caméras pour dénoncer le colonialisme, cet homme financé à hauteur de 440 000 $ par le fondateur de Wagner et qui regrette que ce n'était pas assez, cet homme qui a soutenu, il faut aussi le dire, un coup d'État raté au Bénin en décembre 2025, cet homme qui a flirté avec toutes les jeunes sauf celles qui ne flirtaient pas du tout avec l'agenda russe, cet homme qui n'a jamais rien dit sur les 6058 morts causés par les forces russo-maliennes, qui n'a rien dit évidemment sur les 500 civils massacrés à Moura en mars 2022, cet homme qui de temps à autre fricotait comme ça avec certaines personnalités au Tchad, au Congo, au Togo, etc. Cet homme qui a eu des accointances au Tchad, pourtant au lieu de la France-Afrique, est aujourd'hui en détention en Afrique du Sud, sous mandat d'arrêt international, avec un suprémaciste blanc comme passeur, en fuite vers l'Europe, ce continent qu'il prétendait haïr. Je vous avoue que quand vous suivez vraiment tout le parcours de Kémy Séba, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? C'est un bourbier, c'est un truc que tu peux pas du tout comprendre. C'est un millefeuille ce truc. La question que vous devez vous poser n'est pas est-ce que Kémy Séba est sincère? En définitive, je pense que c'est ça. La question qu'on doit plutôt se poser, c'est dans quel camp il est réellement? Vous pensez qu'il est dans le camp des Africains, vraiment dans l'intérêt des Africains? Et plus largement, la question que normalement on devrait se poser, c'est les panafricanistes qu'on passe le temps à applaudir, font-ils vraiment autre chose que ce qu'ils dénoncent? Je dis ça, je dis rien, mais c'est ce genre de questions que vous devez vous poser. Kémy Séba dénonçait la France-Afrique, qui était le réseau de Bob Denard, de Jacques Foccart, de mercenaires qui contrôlaient les armées et les économies africaines pour le compte de Paris. Il avait raison sur le diagnostic.
Kémy Séba a reproduit exactement le même modèle, mais cette fois-ci au service de Moscou. Mais vous êtes toujours nombreux à ne rien comprendre. Bob Denard contrôlait les Comores pour la France, Prigojine contrôlait le Mali pour la Russie. Kémy Séba était donc le vecteur d'influence de Prigojine pour toute l'Afrique francophone. Nous avons donc les mêmes chaînes, mais avec un autre drapeau. La différence entre la France-Afrique et le néocolonialisme russe n'est pas du tout dans la nature de la domination. Elle est dans la langue du discours qui l'accompagne. 12 milliards de dollars en 10 ans de MINUSMA. 6 000 morts causés par les alliés russes des juntes. 6 millions de Maliens dans le besoin. 2000 écoles fermées. Un ministre de la Défense assassiné. Un commerce intra-africain à seulement 14%. Un panafricaniste arrêté avec un suprémaciste blanc. Voilà le bilan par exemple de toutes ces années à suivre et à écouter un homme qui a compris que pour obtenir quelque chose des Africains, il fallait être un tribun. Il fallait parler comme ça à leur tripes. Ne surtout pas parler à leur cerveau. Alors moi je vous le redis, la seule force qui pourrait sauver le Mali, c'est l'Afrique elle-même. Mais l'Afrique refuse encore de se constituer en puissance. Pas dans les discours, dans les budgets, dans les traités, dans les casernes et dans les marchés. Cette Afrique n'existe nulle part. Et tant que ce continent n'aura pas du tout intégré ça, eh bien le prochain Mali est déjà en train de se construire quelque part. Il faut vous préparer, ça arrive. Et il y a un nouveau Prigojine pour en profiter. Et il y aura aussi évidemment un nouveau Kémy Séba pour vous vendre la belle histoire que vous allez encore et encore écouter. Et pourtant, j'ai déjà donné des tas et des tas d'exemples et des solutions dans toutes mes vidéos, littéralement. Notamment celles sur la pauvreté et les raisons de la pauvreté, notamment en Afrique. Celles sur le tribalisme, celles sur l'éducation qui est complètement moribonde en Afrique. Et je vais encore continuer à produire des contenus dans lesquels je vais livrer ma gamberge sans fioriture. Le seul encouragement qui compte pour moi, c'est que vous partagez massivement mes contenus. L'Afrique a besoin des structures qui se gèrent sans homme providentiel, des institutions qui sont plus fortes que les individus, une justice qui survit au changement de président, des administrations qui fonctionnent sans loyauté tribale. Je l'ai encore dit dans ma vidéo sur le tribalisme. Des armées républicaines et pas du tout des armées présidentielles. Une culture de responsabilité plutôt qu'une culture de messianisme politique. C'est la raison pour laquelle des Kémy Séba, vous les prenez pour des Jésus. Voilà, j'ai encore donné des solutions comme partout dans toutes mes vidéos. Mais vous aurez toujours des gens qui vont venir toujours sur les contenus pour me demander quelles sont tes solutions. Et pourtant, je viens encore de vous en donner quelques-unes. En tout cas, likez, partagez, donnez-moi votre avis et on se retrouve prochainement pour un autre éditorial définitivement disruptif. Ciao. Father, please forgive me for what I'm about to do.